Bien, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de la Semaine du Son d'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Voilà, je me présente donc Patrick Delarocque, je suis psychologue clinicien et j'ai été formé par le professeur Tomatis à appliquer sa thérapie, la méthode Tomatis, de psychophonologie. Voilà, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fais aussi de l'EMDR, du brain spotting, et j'ai un centre donc à Toulouse. Donc, ce que je voudrais, c'est vous présenter, à travers les travaux du docteur Tomatis, l'importance de l'oreille, quand même le premier récepteur du son, et d'en voir l'importance dans l'équilibre physique, psychologique, voire même spirituel de l'homme. Ce que je vais présenter dans un premier temps, c'est la genèse de cette approche, comment Tomatis a fait des liens surtout entre l'oreille et la voix au départ. Après, je présenterai les grandes fonctions de l'oreille, et ensuite son application thérapeutique. Et enfin, j'explique un petit peu quels sont les types de musique, lesquels sont les plus bénéfiques ou pas, en fonction donc du coup de la compréhension de l'oreille, qu'est-ce qui est le plus bénéfique et qu'on utilise nous dans cette approche Tomatis. Voilà. Donc je vais faire un partage d'écran, voilà, pour pouvoir démarrer tout ça. Voilà, je pense que ça passe bien. Donc voilà, j'avais présenté ma conférence. Nous avons des oreilles qui entendent, mais savons-nous écouter? Donc Tomatis a travaillé toute sa vie sur l'écoute. Voilà, je le présente ici. Donc il est né en 1920, voilà, il est mort en 2001. Donc il s'est formé très tôt comme médecin, il s'est spécialisé comme docteur ORL, et juste après la guerre, donc il a fait énormément de recherches sur la surdité. C'était les premiers audiogrammes à l'époque, et donc il faisait des audiogrammes en boucle sur des personnes, des ouvriers qui travaillaient dans le bruit. Mais en parallèle, étant fils de chanteur, parce que son père, Hubert Tomatis, est un grand chanteur basse à Nice, il se trouve que son père lui a envoyé énormément de collègues qui avaient des problèmes évidemment de chant, de justesse à un moment donné. Or, à l'époque, lui, il n'était pas du tout spécialisé dans le chant, mais son père pensait qu'il pouvait faire l'affaire. Donc lui s'en référait à ce qu'on pensait à l'époque, c'est-à-dire que si un chanteur avait un problème de justesse, l'analogie c'était qu'on pensait qu'il avait des problèmes de cordes vocales, et un petit peu comme l'image du violon qui n'est pas bien accordé, et bien à ce moment-là on va jouer sur les cordes pour ajuster le violon. Or il s'est aperçu que donc en donnant donc c'était des substances qui permettaient de tendre la sphère laryngée comme pour accorder le larynx. En fait, ça ne marchait pas du tout, voire les chanteurs qui finissaient par cravater sur scène. Donc, comme il ne savait plus trop quoi faire avec ces chanteurs et qu'il faisait en permanence des audiogrammes avec les personnes qui travaillaient dans le bruit, il a eu l'idée un jour de faire un audiogramme justement à un de ces chanteurs. Et étonnamment, il s'est aperçu que finalement, le chanteur avait la même perte auditive qui est significative d'une surdité professionnelle, c'est-à-dire un scotome, c'est-à-dire une perte à 4000 Hz, qui est spécifique. Et donc, il a mis l'hypothèse que finalement, le chanteur, s'il avait perdu sa voix, c'est que lui-même souffrait de surdité professionnelle. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il a pu démontrer. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on parle et on chante, donc du coup, grâce à l'oreille. Le larynx est impliqué, mais s'il n'y a pas d'oreille, voilà, il n'y a pas de voix. D'ailleurs, les sourds sont muets parce que justement, ils n'ont pas d'audition. Donc, ça, c'est la première loi qu'il a pu émettre et qui a été même, donc, du coup, publiée, enfin, voilà, à l'Académie des sciences et puis aussi à l'Académie de médecine, donc dans les années 57, voilà. C'est que la voix ne reproduit que ce que l'oreille perçoit correctement. Donc, il y a 3 lois qui sortent de cette découverte. C'est que la voix contient que ce que l'oreille perçoit. Donc ça met en lumière la relation entre l'audition et la phonation. Donc, c'est une boucle audio-vocale. Et lui, du coup, lui, ce qui l'intéressait, c'était aider ces chanteurs. Donc, il s'est aperçu que si on pouvait donner à l'oreille lésée la possibilité d'entendre correctement, ben, on va améliorer instantanément et inconsciemment l'émission vocale. Donc ça, c'est possible de faire ce travail grâce de transformation de la voix par une stimulation auditive qui est entretenue pendant un certain temps. Donc ça, c'est je vais développer ça dans son approche thérapeutique. Cette stimulation est donnée par l'appareil à effet Tomatis. Donc ça, ce sont les lois Tomatis qui sont publiées à l'Académie des sciences. Je reviendrai dessus.
quelque chose qu'il a été amené à découvrir, enfin, à approfondir. Bon, c'est évident, c'est qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Mais c'est pas qu'une question de psychologie, il y a un aspect physiologique derrière. Entendre n'est pas écouter, puisque entendre, c'est vraiment une sensation qui est que passive, donc il n'y a aucune analyse. Mais comme toute sensation passive, voilà, j'entends ou je vois, voilà, je regarde pas, voilà, je peux goûter quelque chose sans analyser. Dès que je passe dans l'écoute, là, je passe dans une perception active, donc ce qui sous-entend un désir et une motivation. Et cette perception m'éveille ma conscience. Tout à coup, au lieu d'être simplement dans une sensation passive, vous voyez, le fait d'être dans l'écoute, la perception, je l'analyse, je vais mettre des mots dessus et ça va éveiller ma conscience. La conscience du monde extérieur et aussi la conscience de ce que je suis, puisque je suis, c'est en étant en interaction avec le monde extérieur que le monde me révèle aussi qui je suis, évidemment. Plus je suis conscient du monde extérieur, plus je suis conscient de qui je suis. Et donc, évidemment, ça développe tout ce qui est communication. Sur le plan l'écoute, voilà, en tout cas, ce que ça nécessite par rapport à une audition passive, c'est d'abord un désir et une motivation. Sinon, évidemment, il n'y a pas d'écoute, on reste dans l'audition passive. Et également, voilà, il faut des capacités physiologiques. Il ne s'agit pas simplement de vouloir. Au niveau physiologique, c'est l'oreille moyenne qui sert vraiment à écouter. Il y a deux petits muscles, c'est assez simple. Il y a le muscle de l'étrier et du marteau que je vais vous montrer. Leurs deux fonctions sont simples, comme pour les muscles des yeux finalement. La première fonction, c'est de protéger l'oreille interne des bruits dangereux. Je vous montrerai comment. Et ensuite, évidemment, viser les sons pour, voilà, quand il y a du bruit, j'écoute quelqu'un. Finalement, écouter, c'est surtout ne pas entendre tout ce qui est autour et viser une voix que je veux entendre. Donc ça demande tout un certain travail qu'on voit ici. D'ailleurs, en français, on dit bien qu'il faut tendre l'oreille. Ce que j'explique souvent en bilan, c'est que pour tendre l'oreille, voilà, il faut des muscles. Ces deux petits muscles, bon, j'ai pas de flèche pour les montrer si on les voit. Donc, il y a le muscle du marteau qui est ici, qui gère la tension du tympan. Voilà, je reviens dessus. Et le muscle de l'étrier qui gère la pression des liquides dans l'oreille interne. Donc, ici, on a le vestibule qui permet de bouger, je reviens dessus, et après la coquille qui permet d'entendre. Si je fais que entendre, ces deux petits muscles, finalement, ces muscles ne se fatiguent pas. Vous voyez, vous pouvez être épuisé sur un lit d'hôpital, vous continuez d'entendre. Si vous voulez écouter, ça motive. Ça demande d'abord que vous êtes motivé. Et ensuite, voilà, est-ce que vous êtes capable de faire? On peut se rendre compte qu'on n'y arrive pas parce qu'on fatigue, qu'on décroche, ou qu'on est gêné par les bruits. Voilà. Puis, donc, il y a des gens qui vont dire, voilà, au bout de 3-4 minutes, finalement, j'arrive plus à écouter. En fait, ce qu'on mobilise, c'est le muscle du marteau qui va permettre de tendre le tympan sur la fréquence qui nous intéresse. Et ensuite, l'étrier, lui, il gère la pression des liquides pour analyser le message. Quelque chose d'important sur les travaux de Tomatis, c'est qu'il remet en question la théorie de Békési, qui d'ailleurs aujourd'hui est remise en question par d'autres. En fait, cette théorie pose pas mal de problèmes. Bon, tout le monde la connaît. C'est que le son arrive sur le tympan bouge, il fait bouger le marteau, il fait bouger l'enclume et qui fait bouger l'étrier. Et l'étrier, c'est une sorte de piston qui, évidemment, va créer des petites vagues dans l'oreille interne, ici donc. Et ces petites vaguelettes, ces petits tourbillons vont informer les cellules ciliées de la fréquence. Bon, en 2-3 mots, le problème de cette théorie, c'est que, Békési a fait sa théorie sur un son pur. Or, les sons purs n'existent pas dans la nature, donc c'est pas valable. Ça n'explique absolument pas la conduction osseuse, puisque quand on stimule avec un petit vibrateur osseux qu'on met d'abord tout sur la tête, on perçoit parfaitement les sons, même si on n'a plus d'oreille moyenne du tout. Donc, on voit bien que c'est pas le mouvement de l'étrier qui fait le son, puisqu'on peut l'avoir parfaitement par conduction osseuse. Bon, après, il y a d'autres choses, comme par exemple, ici, là, il y a 1 millimètre entre l'enclume et l'étrier. C'est un ligament, il faudrait un son à plus de 120 décibels pour que, en fait, la vibration mécanique passe. Bon. Pour Tomatis, ça c'est sa théorie, qui semble être confirmée d'ailleurs par les recherches actuelles. Si les gens sont intéressés, je pourrais donner les références. C'est tout un groupe d'ORL qui bosse là-dessus. En fait, le son, il arrive sur le tympan et il fait vibrer le tympan, tout comme une corde de guitare ou une peau de tambour, en fait. Et en fait, le son est transmis évidemment au bois du violon, au bois du tambour. Par conduction osseuse, l'os est extrêmement conducteur, parce que c'est 5000 mètres secondes par l'os, alors que l'air, c'est dans les 360 mètres secondes. Donc, en fait, le tympan transmet le son à l'oreille interne directement, et ça va faire chanter les cellules ciliées, chacune en fonction de sa fréquence. Et ensuite, effectivement, si j'ai besoin d'écouter des sons aigus, je vais tendre le tympan. Du coup, je sélectionne ce qui arrive à l'oreille interne. Et s'il y a trop de bruit par contre-réaction, je vais détendre la pression des liquides pour
éviter que l'oreille soit endommagée par trop de bruit, et d'étendre la membrane du tympan pour amortir le son. Donc ça fonctionne comme les yeux en fait par contre-réaction. Donc ça c'est évidemment une théorie qui est un peu différente de ce qu'on pense. Maintenant, pour expliciter les grandes fonctions de l'oreille, il faut absolument parler de la cellule ciliée, puisque c'est vraiment la cellule ciliée qui perçoit les sons. Hein. Donc cette cellule ciliée, on la retrouve dans la cochlée, évidemment, c'est elle qui perçoit les sons, et on la retrouve dans le vestibule à différents endroits, comme je vais vous montrer. Vous voyez, si on prend... oui, alors, pour parler des fonctions de l'oreille, Tomatis explicite fortement que la première fonction de l'oreille, c'est d'envoyer de l'énergie au cerveau. Il faut savoir qu'évidemment, au niveau de l'énergie, pour fonctionner, un être humain a besoin d'énergie métabolique. Donc, il y a évidemment l'oxygène et la nourriture, c'est le truc de base. Mais avec de l'oxygène et de la nourriture, si on n'est pas stimulé sur le plan sensoriel, on va être comme un légume. Imaginez comme quelqu'un qui passe 3 mois dans un hôpital sans bouger. En fait, même si on le nourrit, il va être épuisé. Ce qui stimule énormément le cerveau pour avoir de la concentration de l'attention, enfin un cerveau qui fonctionne pour réfléchir, c'est essentiellement la stimulation sensorielle qui vient de nos 5 sens. Or, ça c'est pas Tomatis qui l'a évalué, à peu près 80% de cette recharge sensorielle provient de l'organe de l'oreille interne, vestibule et cochlée. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la grande fonction de la cellule ciliée, avant de percevoir du son, d'envoyer une information qui a du son, c'est d'abord, quand elle est stimulée, c'est que ça crée une activité électrique qui va dynamiser le cerveau. Donc, je reviens dessus. Hein. Donc, on l'a dans la cochlée, puisque ces cellules ciliées sont dans la cochlée, et 40% de cette recharge vient de la cochlée. Donc, voilà, dans la cochlée, donc l'organe de Corti, donc il se retrouve l'organe de Corti qui est donc ici dans la partie rose, là. Voilà, le reste c'est des liquides, hein, liquides endolymphatiques, périlymphatiques, à l'extérieur, dans le bleu, voilà. Donc, ces cellules ciliées, quand elles sont stimulées, elles perçoivent évidemment les sons, mais en étant stimulées, elles produisent de l'énergie qui va recharger le cerveau, en fait. Hein. C'est pour ça qu'un chanteur, normalement, après avoir chanté, c'est impossible de dormir. Il a énormément travaillé avec les chanteurs d'opéra. Il n'a jamais vu une profession qui a autant d'énergie, en fait. Hein. Évidemment, les cellules ciliées, on les retrouve aussi dans le vestibule. Donc là, on les retrouve dans l'utricule de Sacule et puis au départ, dans l'ampoule, hein, au niveau des canaux semi-circulaires. Et elles sont stimulées par les mouvements et par les sons graves. Donc là, quand il y a des rythmes, voilà, des impulsions, quand on écoute la musique, les impulsions 1, 2, 3 ou les dernières, toutes ces impulsions sont perçues par les mouvements liquidiens. Donc, ils vont informer du rythme, mais aussi, évidemment, informer de la position de notre corps dans l'espace. Voilà, par les mouvements des cils. C'est évidemment toute l'information de l'équilibre et de la motricité. Donc, c'est une énorme source d'énergie qui est encore plus importante que la cochlée. On va dire que c'est 60% de l'oreille interne, c'est le mouvement. Donc, le fait de bouger, de se tenir debout, recharge énormément le cerveau. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que faire du jogging, faire du sport, physiquement, on peut être fatigué, mais on a notre tête bien rechargée. C'est impossible de dormir après avoir fait 2 heures de sport le soir, par exemple. C'est souvent très compliqué. On sent que la tête est énormément rechargée. Tout ça pour dire que quand on pense à l'oreille, souvent les gens pensent surtout évidemment à l'audition, c'est ce qui est le plus évident, mais quand on regarde l'évolution, soit la phylogénèse, quand on prend les animaux de plus en plus simples, les animaux plus complexes, ou même l'embryogénèse, on s'aperçoit que la grande fonction de l'oreille au départ, c'est-à-dire donc la stimulation des cellules ciliées, c'est d'abord d'apporter de l'énergie au cerveau, qui permet une activité mentale, la créativité et la conscience. La deuxième fonction, ça va être la posture, puisque c'est le système vestibulaire qui est en place, donc qui permet l'équilibre, l'intégration corporelle et la perception du rythme. Bon, il y a des animaux, par exemple, qui n'ont pas l'audition, qui ont juste l'aspect posture. Par exemple, les poissons n'ont pas de cochlée, mais elles ont l'aspect énergie et posture, qui ont le mouvement et voilà. Et après, avec les mammifères, on a l'aspect audition qui apparaît. En fait, l'audition, c'est la dernière chose qui apparaît dans l'oreille, vous voyez, dans l'évolution. Et de l'audition, évidemment, il faut passer à l'écoute, parce que sinon, on n'en fait pas grand-chose. On reste un peu comme un autiste, on n'utilise pas son audition pour écouter, pour être en communication. Donc l'écoute, quand je tends l'oreille, ça me permet de rentrer dans le langage, dans le chant, la musique et la concentration. Vous voyez, peut-être un peu vite, mais j'essaie de tout caler. Maintenant, pour stimuler l'oreille, donc Tomatis, lui, il a eu besoin donc de trouver une façon de rééduquer l'oreille pour ses chanteurs. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié l'oreille d'un bon chanteur. À l'époque, c'est incroyable, puisqu'on était dans les années
ouais, 50. Donc, il n'y avait même pas de filtre. Donc, en fait, il a pris des enregistrements de Caruso, le grand chanteur. Il a analysé les enregistrements sur des phonogrammes, ce qui lui a indiqué donc comment les fréquences qui apparaissaient dans le phonogramme, donc l'image de la voix, il a indiqué comment son oreille fonctionnait, puisque on sait que l'oreille, la voix ne reproduit que ce que l'oreille perçoit. Donc, en ayant l'analyse de la voix, j'ai le fonctionnement de l'oreille. Ou si j'ai une analyse d'un audiogramme, eh ben je sais comment la voix va être. Et donc, il a inventé une machine avec des filtres. Bon, ça, c'est la dernière version aujourd'hui, évidemment, ça ne ressemblait pas à ça à l'époque. Mais de façon assez simple, voilà comment ça marche. Donc, il y a une source de son qui peut être soit un chanteur qui parle ou quelqu'un qui va lire avec un micro, ou il y a des sources de son, donc des CD ou de la musique. J'expliquerai ce qu'on prend. Et en fait, cette source de son donc, va passer par une bascule électronique. Il y a un canal qui va tirer dans les graves, augmenter la musique dans les graves et baisser les aigus, et ça va forcer une détente du tympan. Comme une corde de guitare qui est détendue, si elle est détendue, elle fait un son grave. Donc en fait, on va forcer l'oreille à se détendre. Et après, la musique va passer dans le canal 2, un canal de travail, où en fait, c'est une sorte d'aqualiseur, en fait, équaliseur, où les graves sont atténués et les aigus sont augmentés, et ça permet du coup à l'oreille de se tendre automatiquement. Et ce travail se fait avec un casque en conduction osseuse qui est au-dessus de la tête, là, et en aérien. Donc l'oreille toute seule, qu'on le veuille ou non, elle est forcée à fonctionner de façon idéale. Et ce travail de gymnastique, repos-travail se fait aussi avec des filtrages. C'est-à-dire qu'on va couper les sons à 1000 Hz, 2000, 3000, jusqu'à 9000 Hz pour faire travailler l'oreille dans les aigus. L'intuition de Tomatis étant il a essayé de comprendre où commençait l'écoute. Et donc, il a été jusqu'à essayer de comprendre comment même un enfant pouvait percevoir la voix de sa mère, puisqu'il a mis en évidence que l'oreille moyenne, l'oreille interne, pardon, elle est finie, même l'oreille, elle est finie à 4 mois et demi de grossesse. Donc, elle commence à 3 semaines, dès les premières semaines après la fécondation, il y a déjà toute la formation de l'utricule, de l'oreille interne, etc. Donc, à 4 mois et demi de grossesse, l'oreille, elle est finie, en fait, hein, et à la naissance, donc elle est complètement minimisée. Il y a vraiment une précocité du développement de l'oreille sur tous les sens, puisque tous les muscles du corps doivent être reliés, au vestibule, hein, d'accord? Donc, l'oreille connecte tout le corps au niveau vestibulaire. Et il s'est aperçu qu'en vie intra-utérine, on percevait essentiellement les aigus. Donc, son idée, c'était de remettre de la musique, maintenant, on utilise même pour les enfants la voix maternelle. Donc, on remet l'enfant, l'adulte, en vie intra-utérine. Bon, je peux pas tout expliquer là, c'est un peu rapide. L'effet de cette approche, sur le plan mécanique, c'est qu'en fait, on opère vraiment une gymnastique de l'oreille moyenne, un peu comme on ferait de l'orthoptie pour des enfants qui ont du mal à converger. Et du coup, le fait de pouvoir viser le son correctement, ben, je vais pouvoir le percevoir correctement et donc le reproduire correctement. Et je vais pouvoir me concentrer. Là. Ça stimule aussi sur le plan psychologique le désir de communiquer. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais dès qu'on stimule l'oreille, on passe dans la boucle. C'est pas que audio-vocal, l'approche est devenue de l'audio-psychophonologie, vous voyez, APP, parce qu'au début c'était audio-phonologique, mais il s'est aperçu que pour passer de l'audition à l'écoute, ça me prenait en charge tout l'aspect émotionnel, parce que j'écoute que si j'ai envie d'écouter, quoi. Donc il y a tous les circuits thalamus amygdale qui sont en jeu, qui fait que je vais plus ou moins tendre l'oreille en fonction de mon désir d'écouter, en fonction de mes traumatismes. Donc l'idée c'est en fait de nettoyer tout ce qui aurait pu bloquer le désir d'écouter pour rentrer dans une communication. Et donc il y a un effet majeur sur l'état d'anxiété et de tension, puisqu'en touchant l'oreille, on touche directement le système vagal. En fait, on revient, si les gens connaissent un peu la théorie polyvagale de Porges, qui est assez connue aujourd'hui, qui est très, très connue pour toutes les approches de MDR, etc., on voit tout à fait l'implication de cette stimulation sensorielle qui informe le cerveau finalement les choses vont beaucoup mieux. C'est la sécurité. Quand le cerveau se sent en sécurité, ça le libère et il peut après atteindre des aspects corticaux pour être dans les apprentissages et la communication. Ah, encore une petite minute. Je vous donne là un petit exemple juste d'un test. Ça, c'est un test d'écoute idéale. Vous voyez que dans ce test, la courbe n'est pas plate parce que l'audiogramme des médecins, ils ont calibré pour que leur courbe idéale soit une courbe plate, voilà, pas une ligne droite. Mais là, nous, on utilise l'oreille naturelle de l'oreille, la courbe naturelle de l'oreille, pardon,
qui est en fait une courbe ascendante. De façon naturelle, l'oreille perçoit moins les graves et perçoit essentiellement les médiums, là où est la zone du langage. Voilà. Donc oreille droite, oreille gauche. En rouge, c'est la courbe osseuse et en bleu, c'est la courbe aérienne. Je vous donne un exemple. À quoi peut ressembler un test d'écoute avec des distorsions? Donc là, on a évidemment, là, au lieu que ce soit harmonieux, on a des pics et des scotomes. On a la courbe osseuse qui est au-dessus de la courbe aérienne. Donc, on a ici tout ce qui est en rouge en bas sont des difficultés de localisation. Il y a des difficultés pour analyser si c'est plus aigu ou plus grave. Tout ça fait qu'on va avoir une personne qui va être extrêmement gênée dans le bruit, une personne qui va surréagir sur le plan émotionnel, qui aura peut-être des difficultés à chanter juste, peut-être même un enfant à répéter, à apprendre sa langue maternelle, etc. Dyslexie, dyspraxie, enfin, énormément de problèmes qui sont associés à un dysfonctionnement de l'oreille. Donc, les champs d'application de la méthode, les premiers, c'est évidemment le chant et la musique, puisque c'est vraiment les premières recherches automatiques, c'était pour travailler avec les chanteurs. Bon, il a travaillé avec la Callas, Pavarotti, enfin, les plus grands de son temps, hein, c'était vraiment son domaine privilégié, des musiciens. Cette approche s'est élargie à l'apprentissage des langues étrangères, puisque finalement, si je chante faux ou si j'ai du mal à apprendre une langue étrangère, c'est que j'entends pas bien, en fait, hein, voilà. Il a analysé toutes les langues, enfin, pas toutes, mais ce qu'il s'est aperçu, c'est qu'en fonction des pays, l'acoustique change en fonction de l'air, parce que c'est l'air qui transmet le son. Donc, en Angleterre, l'air transmet essentiellement les aigus et atténue les graves. Donc, une oreille d'anglais est essentiellement dans les aigus. Une oreille de français, c'est essentiellement les médiums. L'espagnol, c'est essentiellement les graves. Donc, on va avoir une oreille qui va être en fonction de notre langue maternelle, plus ou moins ouverte sur les autres langues étrangères. Donc, sous casque, Tomatis a calculé toutes ces fréquences. Et du coup, on va immerger une personne dans les fréquences de l'anglais ou de l'espagnol ou du russe, enfin, d'une langue qu'il veut intégrer s'il a du mal à faire ça naturellement sans aide. Voilà. Donc, ça aide énormément les langues étrangères. Apprendre à tout ce qui est difficulté d'écoute, concentration, les troubles d'apprentissage, énormément de troubles dyspraxiques, c'est l'aspect vestibulaire, dyslexique, c'est l'aspect cochléaire, voilà. Les troubles de la communication jusqu'à des formes d'autisme, des problèmes de vertige ménière, des problèmes d'acouphènes quand c'est lié essentiellement aussi à des aspects stress, et l'hyperacousie qui est un dysfonctionnement finalement de l'oreille moyenne qui ne permet pas de se protéger des petits. Bon, voilà. En quelques mots, voilà, quelques présentations des champs d'application. Et je voudrais finir en explicitant qu'est-ce que Tomatis a trouvé comme musique qui pouvait être le plus bénéfique finalement dans son approche. Il a une approche empirique, donc il a essayé différents types de musique, il a regardé ce qui marchait le mieux, hein. Puis après il a essayé de comprendre. La musique évidemment a au moins trois composantes: le rythme, la mélodie et l'harmonie. Voilà, donc le rythme c'est évidemment l'aspect plutôt vestibulaire. La mélodie, ça va être plutôt l'aspect, on va dire plutôt limbique, hein, donc émotionnel pur, et l'harmonie plutôt corticale, c'est l'aspect plutôt un peu intellectuel, c'est la construction de la musique, vous voyez, l'aspect mathématique. Et pour que la musique fasse du bien, il faut que finalement que ces trois composantes soient le plus proches de ce qui peut faire du bien à notre corps, voilà. Parce que la musique impacte le corps d'une façon extraordinaire. Il n'y a pas une partie du corps qui peut être touchée par de la musique. Ce qu'il a trouvé en faisant des essais et des erreurs, finalement, c'est que Mozart donnait les meilleurs résultats, sous casque en tout cas, et le chant grégorien. Bon, après, il y a d'autres types de musique. Mais en fait, ce qui se rapproche le plus, finalement, c'est que ces deux musiques répondent le mieux, pour l'instant, à ce qu'on connaît, aux lois de l'harmonie. D'abord dans leur composition, et ensuite dans leur nature, qui correspondent en fait à nos rythmes neurophysiologiques, parce que notre corps a ses propres horloges, ses propres rythmes, et si on écoute des musiques qui sont pas calées sur ces rythmes, on va être calé sur des rythmes qui sont disharmonieux, vous voyez. Donc le nombre d'or, les personnes connaissent, voilà, les lois de l'harmonie. Si vous écoutez de la musique qui n'est pas harmonieuse, c'est qu'elle ne répond pas au nombre d'or. Voilà, c'est des relations entre les notes qui sont bien spécifiques. Donc, si vous voulez, ce qui est harmonieux, c'est pas une question de goût, ça a une réalité mathématique. Voilà. Après, on a des affinités, c'est une autre chose, mais c'est clair que
si vous écoutez de la musique atonale avec des distorsions, même les plantes, on a fait des expériences, finissent par pousser de travers, voire même par mourir sur place, quoi. Alors si vous leur mettez du Mozart, du Vivaldi, elles poussent encore mieux, vous voyez, donc ça stimule la vie. Donc il se trouve que Mozart, au niveau des rythmes, a une sorte d'impulsion à 120 pulsations par minute. C'est comme si c'était un rythme de cœur d'enfant. C'est extrêmement dynamisant sur le plan vestibulaire. Peut-être que Mozart, d'ailleurs, est mort très jeune, peut-être qu'il a gardé ce rythme, finalement, ce rythme cardiaque d'enfant. On sait que Mozart a une sorte il a gardé sa perception du monde extrêmement, on l'appelle le divin Mozart, comme s'il avait gardé sa vision d'enfant, en fait, hein, capable de s'émerveiller de tout. La musique de Mozart est essentiellement écrite en accords majeurs. Et on sait que par exemple les accords mineurs, si vous écoutez que du Chopin, votre tonus musculaire va baisser. Dès qu'il y a un accord mineur, le tonus baisse. Les accords majeurs vont tonifier de façon positive. Et sur le plan harmonieux, bon, il y a eu plein d'expériences de fait. Et quand on fait écouter du Mozart à des étudiants, par exemple, qui ont les tests, en fait, ils ont des meilleurs résultats au niveau de tests logico-mathématiques. Comme si pendant une demi-heure, par exemple, de Mozart, de musique harmonieuse, on va dire, hein, mais ils ont étudié sur Mozart, ça permet comme de créer des circuits neuronaux qui sont optimums, ce qui fait que je réfléchis mieux pendant une demi-heure. Bon, une semaine après, tout le monde est revenu à la normale, mais ça a comme allumé des circuits qui sont optimums, voilà, pour bien réfléchir. Et donc, si on le fait constamment, ben, en fait, on crée des autoroutes dans notre cerveau qui sont plus rapides que d'autres pour mieux réfléchir. Voilà. Le chant grégorien, lui, c'est plutôt 60 pulsations par minute. C'est vraiment comme une lente respiration. Et quand on rentre dans cette inspire-expire, on a vraiment une énorme détente neurovégétative qui est extraordinaire. Et ça va extrêmement stimuler aussi la verticalité, parce que donc, le chant grégorien, c'est le chant bénédictin, entre autres. Il y a une grande verticalité pour ce chant. Et bon, on sait évidemment, là, c'est du chant plein, hein, c'est pas de la polyphonie, donc un certain dépouillement au niveau des harmonies, mais qui fait comme un certain dépouillement émotionnel pour pouvoir rentrer dans quelque chose de plus essentiel, plus transcendant. Et par rapport à, pour conclure, de montrer que vraiment il faut que la musique soit le plus collée à ces rythmes harmonieux, et jusqu'à même enregistrer les musiques si possible à 432, que le Do soit à 432, qui est vraiment la résonance de l'os, en fait. Hein. Aujourd'hui, le La, c'est plutôt le La, pardon, est à 440, il est beaucoup trop haut par rapport à la résonance osseuse. Et du coup, vous voyez, quand on stimule l'eau à 432, on voit quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux qu'à 440. Et en fait, même les chanteurs, les violons, enfin, tout ce qui est biologique répond à une résonance qui est naturelle, qu'on ne peut pas inventer, il suffit de l'observer et rester dessus. Et c'est 432. Voilà, d'ailleurs, il y a beaucoup d'orchestres maintenant qui reprennent toutes les interprétations baroques en 432, hein, parce qu'il y a une bien meilleure résonance de tous les bois et des voix. Voilà. Donc, je vous encourage à écouter de la musique classique, hein, et plutôt, évidemment, harmonieuse. Voilà, donc, pour conclure, je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Tomatis, il y a une quinzaine d'ouvrages que lui-même a écrits sur des sujets très différents. Le premier à lire, ce serait peut-être plutôt L'oreille et la vie, qui est son autobiographie qui est passionnante. Voilà. Et sinon, sur Internet, il y a pas mal de sites qui en parlent, voire même des films. Il y a un envoyé spécial si quelqu'un veut en savoir plus.